L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Esna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bonsoir chez vous, très chers téléspectateurs. Nous sommes dimanche 25 mai 2025, 25-05-25. Une date mémorable pour les kimbanguistes qui sont en train aujourd'hui de faire leur Noël, mais aussi une date mémorable pour les acteurs de l'éducation, notamment les membres de la CONAPEPCO qui sont à leur deuxième jour du début des célébrations du jubilé d'argent plutôt, parce que là, on célèbre les 25 ans d'existence. Alors aujourd'hui, pour notre émission, va être pratiquement consacrée à ce jubilé d'argent qui va être célébré sur une longue période. Pour en parler, nous aurons bien évidemment, dans la rubrique acteurs du secteur de l'éducation et de la formation, le président du bureau exécutif national, M. Claubert Ibinda. Mais avant, dans la rubrique actualité, nous ferons un petit tour du côté de RHM Hotel, la résidence hôtelière de Mongali, où s'est tenue la conférence de presse de lancement de ces festivités de 25 ans. Dans cette émission, bien évidemment, activité du secteur de l'éducation et de la formation, une petite détente musicale avec la chorale du lycée Champagnat de Makwa. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue. Commençons tout de suite avec notre première rubrique, c'est actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Ce sera juste après ce jingle. C'était le 24 mai 2000 quand l'acte de naissance de la Convention nationale de promoteurs des écoles privées a été publié. Cette organisation, qui totalise aujourd'hui 25 ans, est la plus ancienne, la plus grande, la plus assise des autres associations des promoteurs des écoles privées du Congo. À l'occasion du lancement des festivités du 25e anniversaire, la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo a organisé une conférence de presse présidée ou sous la houlette de son président, encore, le vénérable Claubert Ibinda. Suivez plutôt ces petits extraits de cette conférence qui retrace, qui jette un tout petit peu les bases ou qui jette les bases de ce que devrait être cette célébration. Regardez. Aujourd'hui donc, un regard rétrospectif nous permet de voir le chemin déjà parcouru, quoique jonché de difficultés, mais que nous avons surmonté, ce qui nous permet de projeter l'avenir. D'ordinaire, une journée et quelques activités suffisaient pour ponctuer l'événement que nous fêtons, parce que nous fêtons le 25e anniversaire. Et cette fois-ci, nous avons voulu que cela se fasse pas comme à l'ordinaire, et c'est ponctué de plusieurs activités. Et parmi ces activités, c'est la conférence de presse d'aujourd'hui. Mais lorsque nous parlons du bilan, c'est vrai, c'est un bilan pour nous satisfaisant, parce que pendant 25 ans, l'école privée a joué un rôle très important et continue à jouer son rôle important. La CONAPEPCO elle-même, en tant qu'association, a aussi joué son rôle. Les contacts que nous avons eus avec les administrations, parce qu'en fait, ce n'était pas facile au départ. Il y avait toujours des problèmes avec les administrations des impôts, avec ceux de la CNSS, avec ceux du travail.
bref, avec la majorité, la police, toutes les administrations pensaient qu'il fallait trouver chacun sa part au niveau de l'école privée. Et la CONAPEPCO s'est organisée pour engager des dialogues par ici et par là avec ces administrations jusqu'au moment où, aujourd'hui, nous parlons, les choses se sont stabilisées. Bien sûr que les problèmes ne sont pas réglés, ils restent, ils demeurent. Ces problèmes demeurent. Donc pour nous, notre présence a joué un rôle devant ces administrations. Donc c'est déjà une satisfaction. La grande satisfaction pour nous, c'est le fait d'avoir ouvert des négociations avec la Direction générale des impôts, où nous avons mis en place une commission mixte, où il y avait d'un côté la Direction générale des impôts et de l'autre le bureau exécutif national de la CONAPEPCO, dirigé par ma propre personne. Et ici, les débats ont été engagés, les études ont été aussi engagées, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ces débats ou ces négociations n'ont pas encore abouti. La grande surprise, c'est que l'année 2025, on a constaté que le ministère des Finances a considéré le promoteur d'école privée comme étant un contribuable, alors que les négociations n'avaient pas encore abouti. C'est clair. Quand nous voyons les choses, c'est bien d'avoir décidé de cette manière. Certainement que les décideurs n'ont pas compris que nous avions déjà engagé des pourparlers. Mais le fait de l'avoir fait sans un compromis, je crois que l'administration rencontre des difficultés pour recouvrer, n'est-ce pas, les impôts qu'ils veulent obtenir au niveau des promoteurs des écoles privées. Ça signifie que le problème demeure. À tout au niveau de la CONAPEPCO, nous avons déjà organisé 5 congrès. 5 congrès. Maintenant, nous allons vers un 6e congrès. C'est déjà une association qui est capable de s'organiser à ce niveau et tenir des congrès successivement jusqu'à 5, c'est déjà du sérieux. Ça veut dire que nous savons comment faire pour nous entendre, pour gérer les problèmes que nous avons. Voilà, il est dit très clairement que c'est un début de célébration, mais que cette célébration va continuer. Je vais vous donner quelques éléments de l'agenda de célébration. Depuis quelques jours, on démarrait ce qu'on appelle les consultations nationales, concomitamment avec les descentes du directeur départemental du travail, qui effectue en ce moment des descentes de sensibilisation sur la convention collective du secteur privé de l'éducation. D'autres moments forts qu'il faudra retenir de cette célébration, à part les consultations nationales, c'est le grand retour du Conseil national qui a disparu. Entre-temps, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas été organisé. Et cette année, ce Conseil national va venir clôturer, bien évidemment, la période de consultation nationale. Nous aurons à rentrer un tout petit peu dans les détails sur toutes ces activités avec le vénérable Ibinda qui est ici. C'est lui l'acteur du secteur de l'éducation et de la formation de cette semaine. Ce sera après ce jingle. Il y a 3 ans, la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo tenait son 5e congrès. Au cours de ces assises, le vénérable Ibinda Clobert, son président national, avait prononcé un discours mémorable. Voici un extrait rendu signé Michael Kumugatse de Focus Média Télévision.
La Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo entend œuvrer dans la promotion de l'écosystème des écoles privées en République du Congo. Le 5e congrès ordinaire de cette organisation syndicale, ouvert ce 7 avril à Brazzaville, vient renforcer cet engagement. Ces acteurs vont munir des réflexions et faire le diagnostic en vue d'une école privée performante, compétitive et plus innovante en phase avec les normes standards de l'enseignement, notamment l'implémentation des outils informatiques. Mon vœu le plus cher est que ce 5e congrès soit celui de la métamorphose de notre organisation. D'un simple syndicat des promoteurs, mon souhait qu'au terme de ces assises, la CONAPEPCO devienne une organisation pour le développement d'un enseignement privé de qualité. Je rêve d'une CONAPEPCO forte, unie avec des écoles prestigieuses. Je rêve d'un secteur privé de l'éducation totalement transformé pour s'aligner à l'agenda 2030. Elle doit aussi être efficace et performante grâce à la détermination d'aller toujours de l'avant en se déployant dans les technologies de l'information et de la communication. Vénérable Président, bonsoir. Bonsoir, M. Ken. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Ça se passe à l'école. On rappelle que votre établissement scolaire Souéné fait partie des premières écoles qui sont passées à l'émission Ça se passe à l'école depuis 2005. Merci beaucoup pour la fidélité et la confiance. Alors nous sommes là pour parler justement des 25 ans de la CONAPEPCO. Et j'ai choisi de titrer notre entretien « Le rêve de Clobert Ibinda, utopie ou réalité ?» Vous l'avez bien écouté tout à l'heure dans l'entretien, lorsque j'ai balancé l'élément de votre discours mémorable au 5e congrès, vous avez bien dit que vous reviez d'une CONAPEPCO différente, d'une école privée différente, qui évolue. Nous sommes en 2025, ça fait pratiquement 2 ans plus tard. Où en sommes-nous? Mais je me dis que c'est très bien. Très bien dans ce sens que nous avançons positivement. Et ce rêve, il demeure. Il s'agit d'un rêve, c'est vrai, parce que nous avons pensé révolutionner l'école privée congolaise. C'est-à-dire qu'elle ne devait plus être celle qu'elle a été dans ses débuts. Vous constatez qu'il y a un effort. Aujourd'hui, il y a des promoteurs qui construisent des écoles dans les normes. Ça, c'est déjà un problème qui nous enchante. Il y a le fait que le personnel enseignant au niveau des écoles privées est très bien suivi. Les résultats des écoles privées en font foi. Donc, ce sont des très bons résultats. Donc, nous avançons. Mais ça ne veut pas dire que nous avons déjà atteint l'objectif. Non. D'accord. Et en ce moment-là, quels sont les chantiers qui vous paraissent être prioritaires pour que cette vision devienne pleinement une réalité? Bon. Le premier chantier aujourd'hui, vous savez que nous sommes à l'ère du numérique. Ça, c'est déjà un problème pour nous. On en a parlé depuis le 5e congrès d'ailleurs. Oui, on en a parlé. Mais dans la pratique, il y a des écoles privées qui ont déjà emboîté le pas. Il y a des écoles privées qui ont emboîté le pas. Quand on parle de l'ère du numérique, c'est déjà l'usage de l'ordinateur. Ça, c'est déjà quelque chose qui se fait. Vous allez voir dans certaines écoles, il y a quand même des salles informatiques. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous enchante. Mais ce n'est pas encore ce qu'il faut. Parce qu'il y a un problème de moyens qui se pose. Il y a un problème d'encadreur aussi qui se pose. Donc, ce rêve, il continue. Nous allons continuer à encourager nos collègues à aller dans ce sens, mais avec l'aide du gouvernement. Surtout que déjà le gouvernement de voir comment faire pour que le numérique puisse trouver une place. Mais trouver la place, ce n'est pas, comme j'ai dit, seulement sur la base d'un ordinateur. Il y a d'abord tout un programme sur le numérique qu'il faut insérer ou intégrer dans les programmes des écoles, pas seulement privées, mais toutes les écoles, même publiques.
Donc ça, c'est déjà un rêve. Mais nous, et là, vous avez décidé de prendre on va dire le taureau par les cornes en commençant des consultations avec un objectif précis, déjà introduire les cours de citoyenneté numérique et de culture numérique. Bon, le problème ne va pas se poser toujours? Justement, parmi les objectifs de consultation nationale que nous sommes en train de faire, c'est regarder qu'est-ce qui manque encore dans notre secteur pour améliorer nos prestations, pour être un partenaire plus crédible que dans le passé. Donc, vous avez dit, les consultations nationales ont démarré depuis le 21, ça va s'étendre sur un mois, parce qu'après ça va aller dans les départements et à la fin, il y aura la tenue d'un conseil national des écoles privées qui nous permettra justement de faire la synthèse et de projeter des remèdes par rapport au diagnostic qui sera fait. D'accord. Tout à l'heure, en suivant dans l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation, nous avons suivi votre intervention. J'ai noté que vous étiez plutôt satisfait. Mais c'est un peu surprenant quand même. Hein. Vous êtes satisfait. Surtout, l'une des grandes raisons de votre satisfaction, c'est les résultats de la commission mixte mise en place avec le gouvernement pour négocier de la question de la fiscalité dans le milieu du secteur privé. Mais vous-même, vous semblez vous contredire en disant que, bon, la commission n'a pas abouti, l'État a renforcé sa pression fiscale. Qu'est-ce qui vous permet de dire que cette avancée que vous avez eue il y a quelques années au niveau des impôts, c'est vraiment un outil de satisfaction? Non. Nous, la satisfaction, c'est parce que, bon, nous avons réussi à nous asseoir sur la table avec la Direction générale des impôts. Depuis lors, la commission est droit dans un mur. D'accord. Le problème, c'est que ces négociations n'ont pas encore abouti. Suspendu même. Ils ont mis la charrue devant les bœufs, puisque déjà, au niveau de la loi des finances, on applique déjà certaines dispositions, considérant le promoteur des écoles privées comme étant un contribuable. Oui, parce qu'au départ, ça n'a pas encore abouti. On taxait le revenu du promoteur. Pour nous, aujourd'hui, on taxe les frais d'écolage. Oui, mais parce que nous continuons à nous dire que le promoteur n'est pas un commerçant. Mais maintenant que l'État a décidé de taxer les frais d'écolage. Mais c'est pourquoi je dis, vous voyez bien qu'ils ont même des difficultés pour appliquer les dispositions de la loi de finances. Parce que justement, à notre niveau, il n'y a pas les moyens pour répondre, n'est-ce pas, à ces obligations qui sont imposées. Autrement dit, l'impôt risque de tuer l'école privée congolaise, si seulement il y a la rigueur au niveau de la loi. Donc il faut bien que les gens comprennent, que les décideurs comprennent qu'il faut d'abord s'asseoir. Nous avons écrit au ministre des Finances pour regarder la question. Ce n'est pas qu'il y a une réticence à ce niveau-là. Non, il faut que les gens continuent, comme nous avons commencé avec la Direction générale des impôts, il faut qu'on continue à réfléchir pour savoir quelle est la contribution que le promoteur peut donner. Parce que déjà, quand nous faisons nos analyses, nous contribuons largement. Le chômage. Nous résolvons le chômage. Je vais paraphraser le directeur départemental du travail qui a dit que le secteur privé de l'éducation était le premier pourvoyeur d'emploi du Congo. Voilà. Donc, nous utilisons déjà beaucoup de Congolais. Donc, nous sommes des employeurs, il faut le reconnaître. Déjà, on aide l'État. Je prends l'exemple, 700, prenons 1000 écoles. Si chaque école doit avoir 10 enseignants, multipliez déjà combien d'emplois nous créons. Bon, sur la ville de Brazzaville, en 2024, il y avait à peu près 1300 écoles. Je ne m'arrête pas là. Ça va faire 13 000 enseignants. Très bien. Mais si chaque employé peut nourrir 10 bouches, non 3, je prends 3 bouches parce qu'ils n'ont pas, multipliez encore. Et vous allez voir la contribution déjà de l'école privée. Ça, c'est sur le plan économique, disons. Mais sur le plan pédagogique, aujourd'hui, l'école privée a 42% de la population scolaire dans ses bras. Donc, nous avons décongestionné l'école privée et l'école publique. Ça, c'est une contribution de plus. Et
Les résultats, nous n'en parlons pas. J'ai dit tout à l'heure, c'est des très bons résultats. Donc, nous aidons déjà l'État. Donc, on ne nous impose pas, qu'il ne voit pas la contribution de l'école privée seulement sur le plan financier. Non. Ce que je viens de démontrer là, l'école privée contribue largement à la vie économique du pays. Bon, Vénérable, je vais quand même poser une question sur... on reste un peu sur le sujet. Hein. Actuellement, il y a la direction départementale du travail qui est en train de faire des descentes pour sensibiliser les promoteurs et les promotrices sur la nécessité de mettre en place une convention collective. Je vais poser deux questions. La première question, c'est que on a constaté que la naissance du tout premier syndicat de travailleurs du secteur privé de l'éducation n'a pas été très bien accueilli par le patronat. Bon, je ne sais pas, quelles sont les relations que la CONAPEPCO entretient avec ce syndicat de travailleurs? Ça, c'est une première question. Une deuxième question que j'aimerais bien vous poser, c'est en rapport avec la mise en place de la convention collective. D'après ce qu'a dit le directeur départemental du travail, c'est très clair, on n'ira pas en dessous du SMIC, mais tous les salaires devront commencer par le SMIC. Bon, nous savons très bien comment se font les calculs des salaires. Est-ce que sommes-nous en train d'aller vers la majoration légère des frais d'écolage à tous les niveaux? Je commence par le problème de la convention collective. Justement, il y a un vide juridique. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative de la mise en place d'une convention collective. C'est la convention collective qui va tout définir. Nous avons tenté nous-mêmes, en tant qu'association, de consulter des sachants pour nous monter une convention collective. On n'a pas pu par manque de moyens. Et nous sommes retournés au niveau du gouvernement. C'est eux qui ont des sachants. Ils n'ont qu'à nous monter une convention collective. C'est pour l'intérêt de tous. Donc à partir de la convention collective, certains problèmes pourront être résolus. Vous parlez de... Mais ça ne sera pas gratuit, le patronat devra payer, le patronat du secteur privé devra payer. Le patronat doit le faire gratuitement, c'est sa mission, comme le patronat peut monter une loi. De la même manière que la convention collective adaptée à l'école privée devrait être faite, devait être du devoir de l'État. Ben, dans les usages, c'est le patronat qui initie la convention collective. Je cite bien évidemment le directeur départemental qui a dit ça aux promoteurs, à Djiri et à Makelekele. C'est le patronat qui initie la convention collective, rencontre le syndicat des travailleurs, discute et une fois qu'un texte est validé entre les deux, on amène maintenant au niveau de l'inspection de travail qui va maintenant faire les arbitrages. C'est justement à ce moment-là que le ministre va prendre une note mettant en place la commission en charge de valider la convention collective. Mais là, si vous attendez que l'État paye pour vous, on risque encore de prendre beaucoup d'années. Je crois que la démarche ne devait pas être celle-là. Mais c'est la démarche. Vous voyez bien que même par jurisprudence, le temps passe, il n'y a pas de convention collective, le vide juridique persiste. Or, en mettant en place une convention collective, ça peut nous permettre de remplir certaines obligations à partir de ce qui sera décidé dans cette convention collective. Vous voyez, je prends l'exemple. Aujourd'hui, l'État vient de prendre la décision que le SMIC passe à 70 400. C'est bien. Ça, c'est une disposition générale sur le plan de tous les travailleurs. Ce n'est pas seulement au niveau du public, ou plutôt du privé. C'est bien. Mais l'application, on n'a pas tenu compte des réalités de l'école privée. Il y a des écoles privées qui ne sont pas capables de donner 70 000 francs à leurs travailleurs. C'est là que vous avez dit que la convention collective va régler. Il y en a qui ont déjà dépassé même le SMIC en question. Il y a des écoles privées qui payent plus que ça. Il y en a qui payent encore moins. Alors, donc, il faut que ça soit vu avec beaucoup de doigté. Autrement dit, sinon, ils peuvent tuer l'emploi. C'est-à-dire, quand on va dire, l'école privée qui ne sera pas capable de donner les 70 000 francs de SMIC, eh bien, ferme. Beaucoup d'écoles vont fermer. Est-ce qu'on ne va pas plutôt vers la majoration de frais d'écolage? Parce que si le SMIC a augmenté les salaires de 20, 30%, ça va avoir une incidence sur les frais d'écolage, naturellement. Mais c'est même ça le problème.
Et pourquoi vous hésitez à dire, tiens, ok, on a augmenté le montant à payer, la charge a augmenté, le coût du produit aussi augmente, c'est naturel. Et du côté du parent d'élève, c'est le parent d'élève qui est pourvoyeur de fonds. C'est eux qui devaient regarder. Parce que si nous optons pour cette démarche, bon, puisqu'on nous impose tel SMIC, nous aussi, les droits d'écolage doivent aller en hausse. Il y a une répercussion sur le parent d'élève. Mais est-ce que nous avons une alternative ? Quelle est la capacité du parent d'élève lui-même aujourd'hui? Et c'est la vraie question. Est-ce que vous avez une alternative où vous respectez la loi ou vous êtes hors la loi? Est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative? Nous ne refusons pas de respecter la loi. Nous voulons que ça soit fait avec beaucoup d'objectivité. L'État n'a qu'à dire obligatoirement, il faut le faire. Ok. En le faisant, je dis, la première conséquence, beaucoup d'écoles privées vont fermer. Et la population scolaire que j'ai vantée tout à l'heure de 42% va revenir au public. Donc l'État va se mettre le couteau dans le dos. L'impôt va tuer l'école privée. La conséquence de cela. D'où il faut une analyse objective avec tout le monde, avec tous les sachants, pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Et à propos du syndicat des travailleurs du secteur privé, pourquoi le patronat est en train de les bouder? Bon, nous, on n'a pas besoin de nous prononcer sur ce syndicat qui vient de naître, puisque c'est la démocratie. Tout le monde... Et la négociation veut qu'il y ait un syndicat pour la convention collective. Ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le faire. Le problème, c'est que si eux, ils le font parce que syndicat, n'est-ce pas, des travailleurs, ils vont faire des revendications aveugles, ça va revenir sur ce que je viens de dire. Il y a des travailleurs qui sont avec nous, qui vont perdre les emplois, puisque le syndicat va les inciter certainement aux grèves. Il faut faire la grève parce que si on ne respecte pas le SMIC, bon, ils n'ont qu'à faire la grève. En faisant la grève, bon, il y aura séparation. C'est-à-dire que les travailleurs vont s'asseoir et puis, bon, les écoles privées vont fermer. Bien, Vénérable, vous savez, c'est le sujet lié aux relations avec l'État déchaîne toujours les passions. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu, c'est ma dernière question, qu'on revienne un tout petit peu sur la CONAPEPCO elle-même. Quand on vous écoute, le bilan est positif, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et pourtant, nous le savons très bien qu'il y a beaucoup de réalités, beaucoup de questions qui ne sont pas traitées, que la CONAPEPCO n'arrive même pas à résoudre. Est-ce que le fait de vouloir seulement afficher ce qui semble marcher, sans toucher du doigt ce qui ne va pas, ne risque-t-il pas de, comme tu dirais, d'aveugler ou de cacher les véritables enjeux qui constituent les intérêts des promoteurs des écoles privées? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt un petit peu en train de faire quelque chose qui ressemble à de la politique de l'autruche? Quoi par exemple? Est-ce que vous voulez qu'on aille dans les détails? Pardon? On peut aller vraiment dans les détails. Oui. Je vais prendre un petit exemple très simple. Oui. On va prendre juste la structuration et l'organisation de la CONAPEPCO. Quand vous lisez les textes de la CONAPEPCO et vous regardez dans les réalités, vous constatez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Oui. Ça fait 5 ans, vous n'avez même pas tenu un seul conseil national. Comment est-ce que vous arrivez, dans ces différentes périodes, d'aborder les questions et les véritables enjeux du secteur privé de l'éducation dont vous avez la direction, alors que vous ne respectez même pas vos propres textes? Non, ici, je voudrais revenir sur une chose. Peut-être qu'on n'a pas abordé la question ici. Il y a le gouvernement lui-même qui a tenu les états généraux sur l'éducation. Et là-bas, il y a eu des conclusions, ce qu'ils ont appelé les préconisations. Ça fait plus d'1 an. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qui a été dénoncé, diagnostiqué sur l'école privée par exemple, rien ne se fait. Rien ne se fait. Mais parce que la convention, les préconisations ne sont que des préconisations. Il faut une nouvelle loi scolaire qui n'est pas encore arrivée. Mais oui. Ça veut dire qu'on continue avec la loi de 1994. Oui, mais c'est ce que nous disons. Pourquoi avoir tenu les états généraux si seulement il y a des conclusions qui ont été tirées, il y a un diagnostic qui a été fait? Prenons le cas pour l'école privée. Ils ont reconnu là-bas que la majorité des lois sont déjà dépassées.
Il faut donc revisiter ou bien relire ces lois-là pour les adapter à la réalité. Ça, tant que ce n'est pas fait, il y a un vide juridique et il y aura des difficultés pour appliquer justement certaines dispositions dans le fonctionnement de l'école privée. Et le vide juridique arrange bien évidemment l'école privée parce qu'elle continue de fonctionner dans l'anarchie. Nous attendons la commission mixte interministérielle avec les partenaires que nous sommes pour justement la mise en œuvre de ces préoccupations, de ces conclusions. Mais ce n'est pas à nous. Ça relève de la compétence du gouvernement. Ça relève de la compétence principalement du Premier ministre parce que c'est lui qui doit prendre les dispositions pour regrouper les ministères, pour prendre un arrêté ou un décret. Voyez-vous? Et nous disons, nous nous accrochons à ces dispositions-là qui sont salutaires pour nous. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont permettre à l'école privée d'avancer. Changer dans le bon sens. Les problèmes, je peux vous donner les problèmes qui persistent à notre niveau. Vous voyez, les écoles privées, elles continuent à naître comme des champignons, sans parfois respecter la loi. On continue à avoir des maisons, c'est une maison où on dit à la rentrée, c'est une école privée. Mais cela aussi, est-ce que nous sommes impuissants. C'est pas lié à la faiblesse justement de l'action du syndicat patronal que vous êtes? Parce que je me souviens à Pointe-Noire, au cours d'une réunion, ça avait été très clair. Le patronat ne va pas à l'attaque, le patronat attend recevoir les coups et se défendre. S'il y avait des initiatives prises par exemple pour sécuriser le secteur, cela ne serait-il pas résolu? Oui, mais ces écoles qui naissent par exemple comme des champignons ne nous arrangent pas, nous qui sommes sur le terrain avant. Parce qu'il y a une concurrence déloyale qui s'installe et du coup il y a problème. Mais le problème c'est que l'État lui-même est impuissant, n'est pas capable de faire respecter la carte scolaire. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas toujours des écoles dans certains quartiers reculés par manque de moyens, d'où l'impuissance de l'État. D'accord, Vénérable. Nous aurons l'occasion sans doute de continuer cette discussion. Vous savez très bien, la télévision, elle a un temps, il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Est-ce que vous avez quelque chose, un message particulier à transmettre? Avez-vous un message particulier à transmettre aux promoteurs et promotrices durant cette période de célébration des 25 ans? Le message, c'est d'abord souhaiter à tous nos candidats aux examens d'État plein succès, qu'ils s'arrangent à faire que le pourcentage d'admission soit supérieur à celui de l'année dernière. Et ceci, ça mérite l'accompagnement des promoteurs que nous sommes, de nos enseignants aussi. C'est celui-là le message. Mais continuer à faire de telle manière que toutes les difficultés qui continuent, qui persistent, nous ne puissions pas nous croiser les bras. Nous devons être toujours avec nos ministères de tutelle, d'ailleurs, où nous saluons le partenariat dynamique qui existe à ce niveau-là, il faut l'avouer, mais il y a celui-là. Mais je voudrais quand même dire qu'au niveau de la CONAPEPCO, nous avons un événement en dehors de cet événement que nous sommes en train de faire, donc le 25e anniversaire. Nous sommes en train de préparer la deuxième édition de la colonie de vacances. Nous avons tenu la première l'année dernière à Pointe-Noire. Cette fois-ci, il y a Oyo qui est épinglé, il y a Brazzaville, il y a Dolisie et Pointe-Noire une fois de plus. Ça va vraiment mobiliser. Pardon? C'est prévu qu'il y ait une forte mobilisation cette année. C'est prévu une forte mobilisation cette année. Oui, mais la mobilisation, c'est ce que je commence déjà à faire pour que ça intéresse d'abord les parents d'élèves, que ça intéresse les promoteurs, que ça intéresse les décideurs et même la hiérarchie. Parce qu'en fait, déjà l'année dernière, nous avons bénéficié de l'appui de certaines autorités du gouvernement pour réaliser la première édition.
Et nous pensons qu'ils ne vont pas nous abandonner pour cette deuxième édition qui, à notre avis, sera certainement meilleure que celle de l'année dernière. En tout cas, merci infiniment d'avoir fait le déplacement, d'avoir été notre invité dans cette émission. Très chers téléspectateurs, voilà, c'était le vénérable Claubert Ibinda, l'entretien porté sur son rêve, utopie ou réalité. Bien évidemment, beaucoup d'embûches sur le chemin, mais le rêve reste avec l'objectif de le rendre vivant dans les jours, les semaines, les mois, peut-être, pourquoi pas les années à venir. Alors nous allons nous séparer sur une note plutôt positive en faisant un petit tour à Makwa, la voix scolaire de Makwa. Il nous chante « Nous voulons aller à l'école » et c'est par cette émission-là, c'est par cette note musicale que nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, la rediffusion c'est mardi 15h et retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube, ça se passe à l'école. Et bien évidemment, retrouvez l'intégralité de la conférence de presse sur edubraza.news. On vous dit au revoir. Nous voulons aller à l'école. Nous ne voulons pas d'alcool. Nous voulons jouer, enchanter et non pleurer, apeurer. Coq qui chantait aujourd'hui, chaque matin. Rappelez-vous que hier, vous avez été des poussins.